Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. La taverne de Pongo Jones est heureuse de vous accueillir en ce début d'année 2026. Un début d'année riche déjà en nouveautés, puisque en plus des vœux de bonne année, l'équipe TGCM nous offre du lourd, même du très très lourd, en ce mois de janvier 2026. Commençons donc avec l'univers de Briscard, avec un petit mouton tout doux, mais tout énervé, qui répond au doux nom de Kutschulain. Alors a priori, je ne connais absolument pas du tout cet univers, mais il semblerait que ça soit un très gros clin d'œil à, l'univers de Berserk, hein, que je ne connais pas trop, hein. J'ai regardé un petit peu, j'ai lu effectivement, ça a l'air de ressembler à la figurine et au principe, mais voilà, pour les connaisseurs, le clin d'œil est là. Alors, Kutschulain, c'est une figurine qui a été sculptée par Emmanuel Pontier et mise en couleur par Gwenaël Jouy-Boulard, est une figurine qui en compte en fait deux. Une version toute douce, toute mignonne, qu'on a envie de faire des poutous-poutous sur son popotin tellement il est duveteux et moelleux, et une version un peu moins mignonne, mais bien énervée, sur son socle de 80 mm en mode berserk. Des figurines en tout cas qui ont un charisme de fou. On aime ou on n'aime pas le style, en tout cas on ne peut que reconnaître le charisme des figurines. Moi perso, j'adore. Avec un petit côté pour la version tout douce de Kutschulain qui est vraiment trop mimi avec sa hache, ça dénote tellement entre le bonhomme trop mimi et la hache. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux magnifiques figurines? Eh ben, on a deux profils en un. Donc Kutschulain est une figurine pour la faction Selk, on aurait pu le deviner, et de base, on recrute la version, le profil doux de Kutschulain qui vaut 125 pièces d'or. Pour ce coût assez important, on a des caractéristiques assez basiques, mais relativement faibles hein, en vue du coût. Une constite à 4, une dextérité à 4, une force à 4, un mental à 4 et un mouvement de 4. Comme ça, on ne se trompe pas. 9 points d'action, c'est logique au vu du coup, et 28 points de vie. 28 points de vie, c'est pas énorme, surtout au vu du coût de la figurine et du fait que c'est un Selk, vu que les Selk, de manière générale, ont plutôt des profils à beaucoup de points de vie par rapport aux autres factions. Néanmoins, ce petit bout de chou de mouton, il a la règle et un équipement de fourrure en armure permanente, toute fluffy, qui lui donne une armure -5, -1 pardon, 5, -2 et qui est donc permanente, qui se s'enlève pas, hein. La laine de mouton, a priori, c'est bien résistant. Il a une arme, donc sa hache, à bien élimée qui s'appelle Tuag Rune. Alors, je m'excuse d'avance, hein, pour, tous les Bretons ou autres qui m'écoutent, j'ai beaucoup de mal et je lis sûrement ça très, très mal. En tout cas, c'est une hache, donc une arme tranchante à 2 mains qui, a comme action qui coûte 3 points d'action et qui inflige 7 points de dégâts, qui ignore l'armure et en cas de réussite critique, qui fait des saignements 2 avec potentiel multiple. Donc une arme qui coûte cher en points d'action, mais qui fait énormément de dégâts. Hein, 7 dégâts et ignore l'armure, ça a tendance à calmer et finalement pour 3 points d'action, c'est pas trop déconnant. Cette arme possède aussi un balayage, qui est une botte qui est liée donc à l'arme, qui coûte par contre 6 points d'action, qui inflige 6 points de dégâts avec saignement 2 automatique, qui n'ignore plus l'armure par contre, et cette botte affecte tous les adversaires qui n'ont pas défendu dans la zone de contrôle. Alors je trouve que cette nouvelle, façon d'écrire est très bien. Au moins on sait que, heu, chaque adversaire qui subit l'attaque doit faire une défense séparée. Et ceux qui ont loupé, bah, prennent, les effets et les dégâts. Donc, ça fait mal, hein, c'est une attaque de zone. Néanmoins, il faut quand même imaginer que Coup de Shoelaine en version tout doux, c'est un petit socle de 40 millimètres et son allonge, c'est une allonge de base de 0,5 brasses. Donc, la portée de cette attaque de zone n'est pas énorme. Donc, je pense que c'est une botte qui est assez situationnelle pour la version to do, vu que ça devient intéressant s'il y a au moins 2, voire même plutôt 3 ennemis dans la zone, ce qui est plutôt rare. Après, ça peut se voir.
Il a plusieurs capacités. La première, c'est qu'il est têtu, qui est une capacité quasiment pour tous les profils Selk, hein, puisqu'il résiste à tous les effets qui devraient le mettre au sol sur un 6+. C'est quand même pas mal, une chance sur deux. Et il a une autre compétence, qui est sûrement, je pense, un clin d'œil au vu du titre à Berserk, c'est «Tu ne connais pas ta force», qui fait qu'une fois par activation, il peut sortir d'une zone de contrôle sans faire de désengagement. Et en plus, il paye 1 PA de moins les esquives et des armes gratuitement. Donc là-dessus, j'ai plusieurs interrogations parce que c'est très très fort. La première, c'est sur la capacité de sortir d'une zone de contrôle sans faire de désengagement. C'est marqué qu'il peut le faire, il peut sortir d'une zone de contrôle. Donc la question est, est-ce que quand il active et qu'il utilise cette compétence, est-ce que c'est vraiment une pour dire une seule zone de contrôle ou est-ce que c'est de manière générale? Je m'explique. Kuchulain, s'il est engagé par deux ennemis, il est dans deux zones de contrôle. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il peut utiliser cette compétence pour quand même sortir des deux zones de contrôle dans lesquelles il est en même temps ou pas? Grâce à cette compétence. Et de la même manière, s'il veut faire un mouvement qui le force à traverser plusieurs zones de contrôle, est-ce que en utilisant cette compétence, il peut sortir uniquement de la première et donc il se retrouve engagé par la suivante quand il se déplace? Ou est-ce qu'il peut quand même sortir comme s'il avait fait une sorte de désengagement? Voilà. Alors moi, je pense que ça le bloque, parce que c'est quand même marqué, qu'il peut sortir d'une zone de contrôle sans faire de désengagement. Je pense que s'ils avaient voulu dire qu'il fait une action de désengagement gratuite et automatique, heu, ils auraient marqué ça, en fait. Ils auraient marqué: «Une fois par activation, Kuchulain peut réaliser une action gratuite et à réussite automatique de désengagement». Voilà. Néanmoins à surveiller, à demander à l'équipe TGCM. Bon, pour les esquives qui coûtent 1 PA de moins, bah, c'est très fort, hein. Tous les joueurs qui ont affronté, des Fugu, des Triggle Ictiens avec, Mucus, ils savent à quel point les esquives qui ne coûtent que 1 PA, c'est embêtant. Mais ce qui est encore plus fort avec Kuchulain, c'est qu'il a le désarmement gratuit. Et le désarmement gratuit cumulé à l'esquive qui coûte 1 PA de moins, c'est exceptionnel. Là, pareil, j'ai une petite question avant, parce que c'est dans le «Tu ne connais pas la force, ta force», et c'est marqué de plus, il paye les 1 de moins les esquives et des armes gratuitement. Est-ce que c'est pour toutes les esquives et tous les désarmements de son activation, ou est-ce que c'est une fois par activation? Alors, j'ai l'impression, comment c'est écrit, que c'est toutes ces esquives et tous ces désarmements. Mais pour être sûr, je préfère demander à TGCM, j'espère qu'ils me répondront, parce que le désarmement gratuit tout le temps, c'est très très fort. Pour rappel, désarmement, c'est une action défensive sur une attaque adverse. Il faut que l'adversaire ait une arme, hein, si l'attaque à main nue, ça fonctionne pas. Mais en théorie, ça coûte 4 points d'action, et quelle que soit la valeur, le seuil d'attaque de l'adversaire, finalement, quand on désarme, on remet à 0, on fait un jet d'opposition. Alors, de souvenir, c'est dextérité plus force, je crois, de l'attaquant, contre constitution plus force du défenseur. Je vais juste revérifier pendant que je vous parle, mais il me semble que c'est ça. Dans tous les cas, en gros, c'est un jet d'opposition, plus un D10 forcément de chaque côté. Et donc, on ignore le seuil adverse. Et c'est ça qui est l'intérêt de désarmement, c'est que si l'adversaire de base vous fait un méga critique, 3 ou 4 critiques d'affilée, et qu'il a un seuil à 72, et que c'est indéfendable, bah, vous pouvez dire, bah, je fais un désarmement pour 4 points d'action, et je remets à 0, on fait un jet d'opposition. Et si j'arrive à gagner mon désarmement en tant que défenseur, non seulement l'attaque est défendue, quel que soit le seuil initial, et en plus, l'arme de l'adversaire tombe au sol. Et donc, il devra claquer un point d'action pour la ramasser. Et si pas de bol, il n'a plus de point d'action et qu'il met fin à son activation, vous pouvez, avec un de vos bonhommes, ramasser l'arme. Hein. Et l'autre intérêt, c'est que si vous loupez malgré tout votre jet de désarmement, vous pouvez derrière toujours tenter une esquive ou un contre. Et donc, à Kuchulain, comme il a un désarmement gratuit, et que ses esquives ne coûtent que 1 point d'action, si ça marche tout le temps, littéralement, à chaque fois qu'il se fait attaquer sous cette forme de to-do, eh ben, il a 2 défenses d'affilée possibles. C'est: je tente un désarmement gratuit, on ne sait jamais si ça passe, et si ça passe pas, bah, je peux quand même essayer pour 1 point d'action, s'il m'en reste,
de faire une esquive ou pour 3 points d'action de faire un contre, quoi. Mais on se dit quand même que le bonhomme, pour un point d'action, il fait 2 jets de défense potentiels, ce qui lui permet quand même d'avoir un gros bonus défensif et de contrer pas mal les attaques adverses. C'est un mouton, il est rempli de petites laines bien douces et bien chaudes, donc il est homéotherme. Donc forcément, il ignore les effets de gelure. Et il a le tatouage de clan des Selk avec la spécialité attaque au corps à corps. Ce qui lui permet, une fois par activation, de rajouter 1 aux dégâts d'une de ses attaques ou d'une de ses bottes. Donc typiquement, le balayage, il peut monter à 7 de dégâts, saignement 2, ou l'attaque de base à 8 dégâts et ignore l'armure avec saignement 2 en cas de réussite critique. Voilà. Euh, un début de profil quand même tout à fait sympa. Néanmoins, on n'a même pas vu la moitié du bonhomme, puisqu'il y a la version de Kuchulain en mode berserk. On verra un peu plus tard comment on devient berserk. Donc, Kuchulain berserk, forcément, c'est le même, donc il n'y a pas de surcoût. En termes de profil, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que la force passe à 6. Il gagne 2 en agressivité et son mental est étoile, ce qui pose quelques interrogations, on va voir. En mode berserk, si je ne me trompe pas, il est sur un socle d'imposant de 80 mm. Avec donc, et là c'est important, l'allonge d'un personnage de 80 mm, donc une allonge de 1 bras et pas de 0,5. Il a toujours ses 9 PA et ses 28 points de vie. Comme c'est la même figurine, les PA et les points de vie se transmettent, hein. Donc si il se transforme et qu'il avait plus que 2 points de vie, ben, il a plus que 2 points de vie en mode berserk. Et il a ben, la même hache, hein, mais forcément elle est beaucoup plus petite puisque là il la manie qu'à une seule main. Elle est toujours tranchante et elle fait 8 dégâts, saignement 2 de manière automatique et ignore l'armure. La réussite critique est particulière et à réussite multiple possible, c'est la victime subira -1 en constitution avec un maximum de -3 jusqu'à la fin de la partie ou qu'elle soit soignée. Comme il n'y a pas d'autre indication, quel que soit le soin, donc même un simple cataplasme fonctionne. Il n'y a pas besoin de faire un soin magique, hein, comme pour enlever le poison. C'est plutôt comme une sorte de saignement. Dès qu'il y a un soin, on enlève tout. Il a une botte qui se nomme Sganad, si je prononce bien, désolé, qui est liée à l'arme, qui vaut que 5 points d'action, contrairement à celle du petit mouton en version to do, et qui est encore plus violente, puisque dans cette botte, le mode berserk effectue un mouvement, donc comme s'il était libre, donc c'est un mouvement qui est compris dans le coup de l'attaque, et les adversaires dans sa zone de contrôle durant ce mouvement, n'ayant pas défendu, subissent 6 dégâts, saignement 4. Alors déjà, 6 dégâts, saignement 4, c'est violent, mais c'est encore plus violent quand on comprend bien la botte. Hein. Pour imaginer, pour ceux qui ont la référence ou qui ont joué un petit peu à Diablo, c'est littéralement un barbare qui fait du tourbilol. Hein, c'est exactement ça. Puisque vous avez votre mouton, en mode berserk. Sur son socle, je rappelle, de 80 mm, avec une allonge de 1 brasse, et donc pas de 0,5. Il va faire un mouvement, comme s'il était libre, donc il peut sortir de la zone de contrôle des ennemis avec lesquels il est engagé. Il peut se déplacer comme il veut de son mouvement de 4, potentiellement plus si une compétence ou autre lui permet d'augmenter son mouvement, et jusqu'à la fin de ses 4 brasses de mouvement. Et ensuite, on regarde au début de l'action, au début du mouvement, quel ennemi était dans sa zone de contrôle de une brasse. On regarde à la fin qui était comme ennemi dans sa zone de contrôle de une brasse. Et on regarde aussi qui comme ennemi était dans la zone de contrôle de Kuchulain pendant le mouvement, au cours des 4 brasses de mouvement. Et tous ces ennemis vont devoir faire un jet de défense sur cette attaque. Et ceux qui ne défendent pas prennent 6 dégâts saignement 4. Donc c'est bien pire qu'une attaque de zone, c'est une attaque de zone mobile. Et la violence et les possibilités du truc sont monstrueuses. Il y a quand même une limitation, c'est que même si le mouvement est libre, c'est-à-dire qu'il peut se désengager, il faut quand même qu'il ait la place de se désengager, pardon.
C'est-à-dire que typiquement, si il est encerclé par 3 ou 4 socles ou par d'ennemis ou alliés, enfin non, d'ennemis, parce qu'on peut traverser les alliés, ou de décors, et qu'il ne peut pas sortir à cause de ces... parce qu'on n'a pas le droit de traverser des socles ennemis ou certains décors, et ben il peut pas se déplacer. Donc les ennemis qui sont autour prennent les dégâts, mais il ne pourra pas sortir. Ça peut d'ailleurs être une technique pour éviter ça, mais ensuite, bon, il a quand même son attaque de base qui fait 8 dégâts saignement 2 pour essayer d'exploser et de mettre KO un des bonhommes pour se libérer une place derrière. Mais voilà. Donc il y a un potentiel de destruction qui est massif avec cette attaque. Moi, ça me fait vraiment penser au Tourbilol, quoi. Et j'imagine très bien d'ailleurs les joueurs crier Tourbilol quand ils lancent l'attaque, quoi. Surtout s'ils font un critique. Parce que là, il n'y a rien de noté, donc le critique, bah, on ajoute la force, quoi. Hein, et avec une force de 6, bah, ça commence à faire 12 dégâts saignement 4, ça commence à faire mal. Bon, on se remet de ses émotions et on continue un peu la lecture avec ses compétences. La première, c'est Fiat Deck, qui permet d'ajouter toujours l'agressivité aux dégâts, comme ça on reprend une baffe, hein. Il a une agressivité 2, comme ça finalement son attaque de base c'est pas 8 dégâts mais 10. Et sa botte de Tourbilol c'est pas 6 mais 8 dégâts plus saignement 4. Hein, comme ça on en remet une couche, on est sûr qu'on écrase bien tous les adversaires. Il est encore plus moutonneux, donc forcément il est homéotherme. Et il a toujours le tatouage des clans, avec le bonus attaque au corps à corps. Donc si on met tout sur le fameux Tourbilol, eh ben c'est pas 6 dégâts saignement 4, mais 6 plus 2 avec son agressivité potentiellement plus 1. On commence à arriver à du 9 de dégâts, saignement 4, 2 zones en Tourbilol. Ça commence à faire beaucoup de dégâts. Hein, il y a moyen, notamment dans une bande de pingouins, de traverser les pingouins et de décimer toute la bande de pingouins en une seule action. Ça pourrait être drôle. Voilà. Et il a quand même deux règles spéciales qui sont Berserk et Krutgundona, qu'on va voir tout de suite. Alors, ces deux compétences sont complètement indépendantes de Bipolaire, et donc réservées à Kuchulain en version Berserk. Et donc le Berserk, c'est que Kuchulain ne peut pas être mis au sol, et il réussit automatiquement ses jets de morale. Et c'est pour ça, je pense, que son mental est étoile, parce qu'il n'a pas besoin de tester les jets de morale, mais on a forcément une question sur les différentes compétences ou les différents sorts qui font des tests en opposition avec du mental. Je crois de souvenir par exemple les Kintors avec leurs milices qui font des contrôles d'identité. Il me semble quoi qu'il y a un test d'opposition avec mental, mais enfin il y a pas mal de compétences qui jouent là-dessus. Et bah, comme il a un mental étoile, est-ce que ça veut dire qu'on considère qu'il a un mental de 0 ou est-ce qu'on considère qu'il il est tellement en mode berserk que dès qu'il y a un test avec du mental, il échoue automatiquement, sauf le moral qui réussit automatiquement? Voilà, une petite question encore pour TGCM, mais parce que là j'ai un petit doute. Moi, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'il a un mental de 0, hein, il est berserk machin, mais ça se trouve, c'est peut-être un échec automatique dès qu'on lui demande d'utiliser son cerveau. Alors, ce qui serait pas forcément illogique. Voilà. Et en plus de ça, en tant que berserk, c'est à la place des effets classiques de sonner ou d'assommer, donc euh, il subit pas ces effets, mais il redevient tout doux. Hein. C'est la façon de calmer le berserk. C'est si on le sonne ou on l'assomme, il redevient instantanément tout doux. En mode berserk, ses actions défensives coûtent un point d'action de plus. Donc tout de suite, se défendre, ça devient quand même très compliqué en mode berserk. Et il ne peut pas réaliser d'objectifs de scénario autres que ceux de destruction. Voilà, hein, ce qui montre bien que son intelligence, il l'oublie. Il la met de côté quand il se transforme en berserk. Et sa dernière compétence, c'est Quet Good Donna, donc. Chaque fois qu'il devrait subir des dégâts d'une source extérieure, lancer un D10. Sur un échec critique, il subit la totalité des dégâts. Réussite critique, il en subit aucun. Et sinon, il en absorbe 3. Donc finalement, on peut estimer de base que c'est une armure qui absorbe 3 tout le temps, sauf en cas d'échec ou de réussite critique. Sauf que comme l'armure du petit Toudou, il n'y a pas de case, et ça peut être altéré par des effets ou des sorts qui l'affecteraient, qui augmenteraient les résultats de ses échecs critiques, ou qui augmenteraient ses chances de réussite critique.
Voilà. En tout cas, il absorbe quand même 3 dégâts quasiment tout le temps. Ça fait qu'il encaisse bien. Donc on comprend bien un peu les 28 points de vie entre l'armure du tout doux et cette armure de berserk, il encaisse plutôt bien de base. Néanmoins, c'est bien mignon, on sait comment il passe de berserk à tout doux, mais on ne sait pas comment le tout doux se transforme en berserk et s'énerve. Et bien, pour pouvoir s'énerver, il faut acheter la carte de compétences liée bipolaire, qui coûte 25 couronnes. Ce qui fait quand même que si on prend cette compétence, et honnêtement, je pense qu'il faut la prendre, c'est le gros intérêt de ce personnage, c'est d'avoir ce mode berserk. C'est une figurine qui vaut 150 couronnes. Mais on n'est pas obligé, on a cette option. Et donc, une fois par activation, grâce à cette règle de bipolaire, quand on l'a acheté, euh, Lane peut changer d'état, passant de doux à berserk ou inversement. Ce changement, c'est une fois pendant votre activation, hein, donc du début de votre activation à la fin, et vous pouvez le faire à tout moment. Donc vous pouvez faire des mouvements d'abord avec Lane to do, le transformer en berserk et taper. Ou alors, si vous êtes déjà en berserk, tapez, et une fois que vous avez achevé votre adversaire, vous retransformez en to do pour faire les mouvements, etc. Lorsqu'il devrait subir les effets d'une réussite critique, il doit passer de to do à berserk et porter immédiatement une attaque gratuite, si possible à l'assaillant qui l'a fait changer d'état. Alors c'est si possible, c'est-à-dire que si vous avez encore les points d'action, mais on est obligé. Et c'est une autre façon de se transformer de doux à berserk. C'est l'inverse du sonner et de l'assommer. Donc finalement, c'est le seul adversaire qu'on n'a pas trop envie de faire de réussite critique. Sauf dans certaines circonstances, comme on va voir. Bien sûr, hein, comme on passe d'un socle de 40 mm à 80, il se peut que les briscards autour gênent le placement, notamment si on vous a foncé dessus. Eh ben, c'est pas grave. Au moment où vous vous transformez, vous repoussez tous les briscards qui vous gênent d'un des 5 brasses en collision. C'est-à-dire que l'adversaire vous a chargé, il vient de vous faire une réussite critique, vous vous transformez, il vous gêne, parce que vous n'avez pas la place, vous l'éjectez, il prend non seulement vous le forcez à se désengager, et en plus il prend des dégâts de collision potentiels. Et s'il veut revenir vous taper, il faut qu'il refasse un mouvement, etc. Donc c'est limite intéressant. Par contre, ça peut aussi forcer des mouvements et des collisions avec vos propres bonhommes. Dans cette règle de bipolaire, quand il est tout doux, Lane peut se soigner sans retirer les effets, saignement, poison, etc. d'un des 5 points de vie par action payante réalisée hors action offensive. Sur une réussite critique, il se soigne de 8 points de vie. Et quand il est en mode berserk, il perd un des 5 points de vie par action entreprise. Sur une réussite critique, il n'en perd pas. Alors, et c'est là que ce Lane devient un bourrin intelligent. C'est une figurine, rien que par cette règle-là, qui fait qu'il devient technique et il devient super intéressant, je pense, à jouer et aussi à affronter. Déjà, il y a une petite interrogation que je me pose, c'est sur l'effet, enfin le réussite critique, parce que autant toutes les actions d'attaque, etc., forcément on va lancer un dé d'attaque, mais toutes les actions n'entraînent pas de jet de dés, et donc la réussite critique, c'est est-ce que, pour moi je comprends ça, c'est vous faites une action, vous devez lancer un dé 5 pour savoir si vous gagnez ou perdez un des 5 points de vie, et pour moi c'est sur ce jet-là. Si vous faites un 10, une réussite critique, soit vous vous soignez de 8 au lieu de vous soigner de 5, et soit vous perdez 0 point de vie au lieu d'en perdre 5. Voilà, donc c'est un petit. Dans cette vision-là, c'est un côté très intéressant pour en mode berserk, parce que finalement, on n'a que une chance sur 10 de perdre 5 points de vie, au lieu de 2, malgré le 1 des 5. Moi, c'est comme ça que je le comprends, à voir si TJCM confirme ma lecture. Voilà. Dans tous les cas, c'est quand même très intéressant comme règle, parce que en version to do, on va pouvoir se soigner, et on va pouvoir se soigner assez facilement, puisque certes, c'est les actions payantes hors action offensive, mais des actions payantes, il y en a des dizaines de possibilités en jeu, et certaines qui ne coûtent quasiment rien et qui vous engagent à rien. Par exemple, Lane se déplace, la première fois c'est gratuit, pas de problème, il se passe rien parce que c'est pas payant. Deuxième action de mouvement, ça vous coûte des points d'action, et vous vous soignez. Vous refaites une action de mouvement,
bah, vous vous soignez. Et donc, vous pouvez très bien avoir un Kuchulain qui traverse la moitié de la table et qui s'est soigné de la totalité de ses points de vie en même temps. Bon, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Mais à côté de ça, vous faites une action d'objectif, bah, ça vous soigne, hein, si ça coûte des points d'action, mais souvent ça coûte un ou 2 points d'action. Vous mettez en garde, ben, ça coûte un point d'action à la fin, ben, vous vous soignez en même temps. Vous faites une action défensive, heu et ben, si vous claquez des points d'action, notamment une esquive à un point d'action, et ben, ça vous soigne. Alors forcément, pas le désarmement, parce qu'il est gratuit. Pas la parade, parce que c'est gratuit, mais si vous faites des défenses payantes, esquive ou contre, vous claquez des points d'action et hop, en même temps, vous vous soignez. Et il y en a encore plein, hein, prévenir un allié qui se fait tirer dessus et cetera, et autres, se cacher, hop, ça coûte un point d'action, ben, vous récupérez, des points de vie en même temps. Donc il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de points de vie. Ce qui explique aussi pourquoi, au vu du coup, Kuchulain a très peu de points de vie, parce qu'il peut se soigner très facilement. Par contre, en mode berserk, c'est la totalité de ses actions qui lui font perdre un des 5 points de vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'armure de Kuchulain en version berserk, s'active sur les dégâts d'une source extérieure. Or là, le berserk, c'est une source de dégâts personnels. Et donc le un des 5 points de vie retiré par ça n'est pas passe à travers son armure, en fait. Et ben, de la même manière qu'il se soigne très vite, il peut perdre très vite des points de vie. Parce que c'est chaque action. Sauf que par exemple, vous gardez votre Kuchulain en version berserk. L'adversaire vous attaque, hein. Vous faites une simple parade qui coûte 0 point d'action, c'est une action. Et donc, même si vous arrivez à défendre l'attaque adverse, vous perdez un des 5 points de vie, sans armure dessus. Et on voit très bien là où ça peut être catastrophique, c'est que si vous restez en version berserk à la fin de votre activation, l'adversaire, tout ce qu'il a à faire, c'est enchaîner les attaques. Je vous tire dessus, hop, une parade, un des 5 points de vie en moins, même si j'ai pas réussi à passer l'attaque. Je vous fais plein de petites attaques à un point d'action, et ben, si vous esquivez pas pour sortir du combat, ben, si je vous fais 4 ou 5 attaques d'affilée, même s'il y en a aucune qui passe parce que j'ai des seuils de merde et que j'ai pas de bol, et ben, comme j'ai fait 5 attaques, il y a 5 parades, et ben, ça fait 5 des 5 points de vie en moins pour Kuchulain. Et donc, il peut, à cause de cette version berserk, s'effondrer très vite en points de vie. De la même manière, bah, il n'y a personne au contact. Je fais une action de mouvement, même gratuite, pour aller engager un adversaire. Bah, pouf, je perds un des 5 points de vie. Alors, s'il me faut 2 actions en plus pour arriver au contact, bah, je perds 2 des 5 points de vie. Je fais ma première action d'attaque, je repère un des 5 points de vie. Et donc, bah, c'est pas un bonhomme avec lequel on va pouvoir enchaîner les attaques. Et c'est en ça que ça devient très intéressant, parce que il est très fort, il est très puissant, il tape très violemment. Par contre, je pense que dans les mains de quelqu'un qui maîtrise pas, heu, le bonhomme, il peut tomber très, très vite. Et toute la difficulté, ça va être de le transformer en mode berserk au bon moment et d'arriver, si possible, à chaque fois à trouver le moment pour qu'à la fin de son activation ou vers la fin de son activation, on le retransforme en petit mouton tout doux pour faire une ou 2 actions pour re-soigner les dégâts qu'on s'est auto-infligés. Mais pour ça veut dire qu'il faut commencer le tour en mode berserk. Donc il faut déjà avoir un premier tour où on s'est déjà transformé. Voire pire, on peut très bien être, en mode tout doux et avoir une transformation involontaire parce qu'on s'est pris une réussite critique. Et dans ce cas-là, l'adversaire, bah, si vous venez juste de vous activer et que vous étiez en tout doux, qui fait une première attaque que vous transformez en berserk parce que vous avez fait une réussite critique dessus, bah, après l'adversaire, il peut se déchaîner pour l'achever. Et c'est là-dessus qu'il y a, je pense, beaucoup de doigté dans la gestion de ce perso, puisque déjà dans Briscard, il faut savoir gérer les points d'action, hein, c'est vraiment la ressource vitale dans le jeu. Et bien pour Kuchulain, il va falloir gérer les points d'action et les points de vie. Et les deux sont liés, puisqu'il va falloir claquer des points d'action pour gérer ses points de vie. Bref, une sortie très intelligente, avec des figurines que moi je trouve très sympas, très jolies et surtout ultra charismatiques. Bref, pour moi, vraiment un 10 sur 10 sur cette figurine qui change des gros bourrins buteurs comme certains taureaux,
hein, qui, voilà, on lit le profil, on sait qu'il est là pour taper et il sait rien faire d'autre. Lui, il peut faire des objectifs, il peut faire, la protection, il peut faire des dégâts de zone, il peut faire des dégâts, mais il va falloir gérer le truc. Moi, je suis vraiment fan de ce profil et j'ai vraiment hâte de le voir sur table. Mmh. Dernier ajout que je dirais, c'est que pour Coach Lane, il y a un équipement qui me paraît intéressant chez les Selks, c'est la rune du destin. Ça entraîne un surcoût de 10 pièces d'or, mais c'est vrai que cette rune, au début de l'activation, on lance un dé, on le met de côté, et le résultat du dé, on pourra, au moment où on doit lancer un dé, remplacer le jet de dé par le résultat qu'on a mis de côté. Un peu comme le sort de la bonne fortune. Sauf que ça marche qu'une fois et c'est automatique, c'est gratuit au début de chacune de ces activations. Ça peut être très intéressant parce que typiquement, bah, vous faites un gros jet, vous pouvez le prendre pour une attaque, pour réussir une critique, etc. Ou vous pouvez l'utiliser en version to do pour vous soigner d'un maximum de points de vie. Et au contraire, vous faites un mauvais jet, un 1, un 2 ou un 3, bah, vous pouvez le garder comme ça en version berserk. Vous pouvez utiliser ce dé pour limiter à coup sûr les dégâts que vous devez prendre. Par exemple, vous lancez le dé, vous faites un 9, hein, donc l'équivalent de 5 points de vie en moins, bah, vous dites, bah non, moi j'ai mon dé à côté, j'ai fait 2 ou 3, donc je perds que 1 ou 2 points de vie, hein, au lieu d'en perdre 5. Ça permet d'économiser. Là-dessus, ça peut être intéressant. Voilà. On a fait à peu près le tour du petit mouton. Et on va passer donc maintenant à l'univers de Carnage avec deux sorties, hein, puisque j'ai oublié de faire la sortie de décembre 2025 en la présence d'une meneuse Fang de niveau 3. Alors, c'est une meneuse qui a été sculptée là, je ne sais pas par qui. D'ailleurs, je sais plus si j'avais dit que le mouton avait été sculpté par Emmanuel Pontier. Mais en tout cas, chapeau à lui. La meneuse, j'ai pas réussi à trouver, donc qui était le sculpteur 3D. Je sais juste qu'elle a été peinte récemment par Gwenelle Jouy-Boulard. Et donc c'est une figurine Fang. On connaissait déjà les meneuses niveau 2 et 1. Et là, on a une version ultra dopée aux hormones de la meneuse, sur de nombreux points. Donc, la version niveau 3, elle est en limitation unique. Elle vaut 130 couronnes à poil. Et pour ça, on a un profil de base qui paye pas trop de mine, hein, puisque il y a 4 de stature, une vitesse de 4, une puissance de 3, une agilité de 4 et une corpulence de 3. Ah, finalement, un profil un peu au-dessus de la moyenne pour des fangs. Alors, c'est sûr qu'un Kyrops, il trouve ça un peu pourri. Par contre, une témérité de 4 et une intelligence de 7. Oui, oui, vous avez bien lu, vous m'avez bien entendu, une intelligence de 7. Même Apathé peut aller se rhabiller. Je parle même pas des sorciers Kérops. Hein. C'est monstrueux. Cette figurine en plus a 9 points d'action. En fait, on va voir qu'elle en a beaucoup plus que ça. Et 30 points de vie. Elle a la règle morsure qui est commune à toutes les fangs. Elle maîtrise la magie de l'ostéomancie. Elle a la règle le sang m'attire niveau 2, hein, ce qui pourrait paraître, on va dire, optionnel parce que c'est une sorcière et une lanceuse de sorts, mais on va vite voir qu'en fait, elle a tout intérêt à aller au corps à corps, cette dame. Donc le sang m'attire 2 est loin d'être négligeable. Elle a la maîtrise de l'ostéomancie. Donc la maîtrise, si je ne me trompe pas, ça permet de relancer gratuitement une partie ou la totalité des jets d'un jet de dés une fois par tour. Voilà. Dans le domaine de l'ostéomancie. Alors attention, hein, c'est pas maîtrise de la magie, mais maîtrise de l'ostéomancie. C'est-à-dire que si vous lancez un sort générique, la maîtrise ne fonctionne pas dessus. Hein. Elle est rusée, hein, parce que on revient sur le côté un peu corps à corps de la meneuse. Rusée, pour rappel, c'est quand vous défendez, vous pouvez claquer, une fois après avoir lancé vos dés de défense, vous pouvez utiliser un point d'action de plus pour soit relancer un des 10, soit rajouter une nouvelle caractéristique à votre valeur. Donc c'est quand même très fort quand littéralement vous loupez une défense de 1, 2, 3 ou 4 points.
bah, vous dites comme ça: «Bah, je prends un point d'action en plus» et hop, comme ça, ma défense passe de échec à réussite. Voilà, surtout s'il faut absolument qu'elle réussisse. Voilà. Elle a la règle harcèlement qui rajoute l'effet de V lors des attaques de corps à corps à 2 et 3 points d'action. Pareil, c'est quelque chose qu'on avait déjà tendance à voir chez certaines Fang, qu'on connaît bien, les Fang ont l'habitude de jouer avec ça. Et là, on l'a sur une lanceuse de sorts, qui montre à quel point en plus, elle est vraiment orientée un peu sur le corps à corps, au moins pour essayer de sortir du corps à corps grâce à cet effet de V. Et elle a surtout le fameux collier en os, qui est l'équipement signature des meneuses, sauf que là, c'est, de la magie, surpuissante qui est dedans, puisqu'il permet de ne pas subir les effets négatifs sur un 5+. Hein, ça veut dire 60 de chance d'ignorer les effets négatifs. Et des effets négatifs, on dirait pas, mais il y en a des tonnes. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont listés dans le livre de jeu, dans les effets négatifs, saignement, poison, et cetera. Alors, à bien différencier les effets et les états, hein, puisque un état, c'est pas un effet. Donc, par exemple, état sonné, assommé, ça ne marche pas sur le collier d'os. Il y a déjà ces effets-là. Donc, il y a déjà moyen d'ignorer pas mal de choses. Sauf que, si je ne me trompe pas, quand quelqu'un, un adversaire, utilise des effets d'une caractéristique, hein, ils appellent ça des effets de caractéristique, et ben, ces effets-là, s'ils sont négatifs pour la meneuse, ils peuvent être ignorés. Donc par exemple, l'effet de P, c'est ça rajoute des dégâts, donc c'est un effet négatif qui affecte directement la meneuse. Donc pour moi, ce collier d'os permet d'ignorer l'effet de P. Et l'effet de la corpulence qui permet de repousser, ça repousse la meneuse, c'est un effet négatif qui agit sur la meneuse. Donc pareil, ce collier d'os permet d'ignorer cet effet, selon moi, à confirmer par TGCM. En tout cas, c'est comme ça que je joue mes meneuses niveau 1 et 2. Donc j'espère que j'ai pas arnaqué mes adversaires. Et enfin, le dernier effet qui est possible, c'est les fameux critiques. Quand on fait un critique, on rajoute des effets de critique. Et si je me trompe pas, TGCM l'avait confirmé. Et par exemple, les dégâts supplémentaires d'un critique ou les effets rajoutés par une réussite critique, c'est un effet. Et si ces effets-là affectent la meneuse, comme les dégâts supplémentaires, etc., la meneuse, grâce au collier d'os, peut les ignorer. Et si je ne me trompe pas dans mon analyse, mea culpa, si je suis en train de vous vendre du rêve et que TGCM me contredit, le collier en os qui vous fait que 60 des effets négatifs, vous allez les ignorer. Parce qu'en plus, bah, vous lancez qu'une seule fois, il y a une attaque qui fait 20 effets, vous lancez une fois, et ça ignore tous les effets négatifs de cette action. Et ben, c'est quand même très fort, quoi. Ça fait que la meneuse niveau 3, notamment, autant la meneuse niveau 1, c'était anecdotique. La meneuse niveau 2, ça arrivait quand même assez fréquemment. Là, la meneuse niveau 3, sur du 5+, sur un D10, ça arrive quasiment, enfin extrêmement souvent. Donc on peut vraiment encaisser très fort. Entre rusée, harcèlement et le collier en os là, elle encaisse très fort au corps à corps, voire même un peu au tir. C'est une meneuse donc niveau 3. Elle a 3 dés de maîtrise qui sont plutôt polyvalents, puisqu'ils ont tous la défense, la magie et les scénarios. Et il y en a 2 qui ont en plus l'attaque au corps à corps, ce qui montre un peu son orientation. Il y a finalement juste le tir qu'elle ne maîtrise pas, mais elle a déjà pas mal de compétences pour pas l'orienter là-dessus. Mais bien sûr, cette meneuse, elle est toute nue, elle n'a pas d'armes. Et c'est ça qu'on va voir après, puisque elle a des sorts qu'on va voir, et une crosse qui a été rajoutée avec ce profil. La crosse d'ostéomancie, qui vaut 20 couronnes. Donc elle vaut 130, avec la crosse elle passe à 150, mais littéralement, cette crosse, notamment pour la meneuse niveau 3, elle vaut vraiment le coup. Cette arme est réservée aux meneuses Fang, donc les meneuses niveau 1 et 2 peuvent y avoir accès aussi. La meneuse niveau 1, c'est pas forcément le plus intéressant, ça coûte un peu cher, mais bon, pourquoi pas. Par contre, la meneuse niveau 2, ça se réfléchit et ça peut lui être très utile. Mais c'est encore plus fort avec la meneuse niveau 3, comme on va le voir. Déjà, c'est une sorte de mini grimoire qui contient 3 pages de sorts. Donc déjà, on a un mini grimoire, et vu au coût du grimoire, finalement, ça permet d'économiser un grimoire. Ou alors, si on prend en plus un grimoire, on a vraiment beaucoup de sorts. Et cette crosse, elle a 2 effets, un pendant la magie et l'autre au combat. C'est pendant la magie, lors d'une incantation réussie,
la meneuse draine si possible, c'est-à-dire s'il y a encore des points d'action de dispo sur la cible, un point d'action à la cible ennemie ou alliée. Et en combat, la meneuse draine si possible 3 points d'action de la cible en cas de réussite critique au lieu des dégâts supplémentaires. Alors, on va déjà parler du combat, hein, c'est le plus simple et le plus efficace. C'est bien marqué en combat, c'est-à-dire en attaque et en défense. C'est-à-dire que dès qu'elle va faire un critique et que le critique passe, c'est récupération de 3 points d'action. C'est surtout, on enlève 3 points d'action à l'adversaire et on récupère 3 points d'action. Alors, autant en attaque, ça peut être pas mal et ça peut arriver quand même plus fréquemment qu'on ne le croit, puisque, encore une fois, c'est une meneuse niveau 3 qui lance 3 dés. Et finalement, faire un 10 en lançant 3 dés, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Généralement, si vous faites 3-4 attaques, il y en a fatalement une des 3-4 attaques qui va passer avec un critique, statistiquement. Et donc, vous pouvez espérer, si vous mettez toutes ces attaques-là, à finir par voler des points d'action. Et en attaque, c'est pas marqué, il faut faire une attaque à 3 points d'action. C'est-à-dire que vous faites une défense gratuite à 0 ou une attaque ou une défense à 1, 2 ou 3 points d'action, ça fonctionne. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vous défendre, vous allez potentiellement en prendre. Et si vous enchaînez des petites attaques à 1 point d'action, et c'est là qu'on va voir l'intérêt du truc avec la meneuse, eh ben, vous allez potentiellement pouvoir enchaîner les critiques et voler ça. Alors, pas à 1 point d'action, pardon. Parce qu'il faut quand même que les réussites critiques, c'est au lieu de dégâts supplémentaires. Et les attaques et les défenses à 1 point d'action n'entraînent pas d'effet de réussite critique de dégâts supplémentaires. Donc ça marche que sur les attaques à 2 et 3 PA. Mais quand même. Et ça marche aussi, donc, comme on disait, en défense. Si d'aventure en défense, on vous attaque et que vous arrivez à faire un critique, non seulement vous allez certainement arriver à défendre et à ne pas prendre les dégâts, et en plus de ça, l'adversaire va perdre 3 points d'action. Et ça peut lui détruire toute sa phase d'attaque. Parce que vous aviez plus de points d'action, il vous attaque, vous faites une défense en critique, grâce à ça, vous défendez, l'adversaire perd 3 points d'action en plus, et vous en récupérez 3 pour vous défendre derrière. Voilà. Et donc, rien qu'en combat, c'est très fort, et ça rajoute de la capacité d'encaissement à la meneuse. Mais là où c'est le plus fort, c'est lors des incantations réussies. Parce que ça draine à la cible ennemie ou à l'allié. Alors, ils auraient pu marquer à elle-même, sauf que elle-même, forcément, si elle s'enlève et qu'elle se rajoute le point d'action, ça change rien, hein. Mais c'est peut-être pour éviter les abus. Vous récupérez un point d'action à chaque fois que vous lancez un sort réussi. Et la force de cette meneuse, c'est qu'elle a une intelligence de 7. Ce qui fait que la très grande majorité des sorts qu'elle peut lancer, ils peuvent être à 1 PA ou à 2. Par exemple, certains sorts d'ostéomancie ou même des sorts génériques, puisque la crosse fonctionne sur les sorts génériques, hein, puisque c'est une incantation, sont des sorts qui ont généralement une valeur de seuil de 12. Or, la meneuse, elle a une intelligence de 7. Donc, si vous claquez qu'un seul point d'action pour faire votre incantation, 7, il faut atteindre 12, il faut faire 5. Et 5 à 3D, c'est assez facile à faire. Sachant qu'en plus, 3D, il faut que au moins l'un des 3 fasse un 5+, et que si c'est un sort d'ostéomancie, vous avez maître et que vous pouvez relancer la totalité des dés s'il faut. Donc, il y a vraiment moyen d'enchaîner des sorts à 1 point d'action, et à chaque fois que vous le réussissez, vous allez passer le sort, s'il n'est pas défendu par l'adversaire, lui enlever un point d'action et le récupérer en plus. Donc ça rajoute un effet à votre sort. Sur un allié, c'est pareil, si vous arrivez à lancer le sort, vous récupérez le point. Alors certes, vous enlevez un point d'action à votre allié, mais dans de nombreuses situations, c'est très intéressant. Hein, par exemple, si vous lancez des sorts, le sort par exemple d'armure d'os, sur vous-même et sur vos éventuels lycans qui vous accompagnent, vous allez enlever un point d'action à un lycan et vous allez récupérer, ce point d'action. Ce qui fait que littéralement, par cette stratégie, les sorts à 1 point d'action vous coûtent finalement 0 s'ils passent, et les sorts à 2 points d'action ne vous en coûtent que 1. Et la majorité de ces sorts seront tout à fait lançables avec que 2 points d'action. Parce que même les gros sorts qui ont une valeur de seuil à 18 par exemple, vous commencez à 14, il faut faire 4. Et 4 plus avec 3D, c'est assez facile à faire, quoi. Et si vous atteignez un seuil de 18, l'adversaire, s'il n'a pas une intelligence de 5 ou 6,
il va avoir du mal à défendre, même avec 3 points d'action pour défendre. Alors bien sûr, pour ponctionner le point d'action à l'adversaire ou à l'allié, il faut qu'il ait encore des points d'action. Donc l'adversaire aura peut-être envie, pour éviter ça, de claquer ses derniers points d'action pour tenter une défense du sort, même s'il sait qu'il a quasiment aucune chance, pour ensuite que vous ne puissiez pas récupérer de points d'action. Mais ça veut aussi dire qu'il a fait le choix de se vider en points d'action. Et on sait tous que quel que soit le profil, une fois qu'on n'a plus de points d'action à carnage, eh ben, un simple larbin peut vous taillader en pièces, même si vous appelez au Godale. Et là-dessus, elle est très forte. Et c'est là que je disais qu'elle a 9 points d'action de base, mais potentiellement beaucoup plus. Parce que tant qu'elle va lancer des petits sorts comme ça, ben, elle va enchaîner. Et il y a un sort en ostéomancie qui est pas cher à lancer et qu'on peut lancer en illimité. C'est le fameux sort qui permet de générer un dé automatique. Un peu comme ce qu'on venait de voir avec la rune du destin pour Kuchulain. Je n'ai plus le nom du sort, je vais le retrouver. Mais ce sort-là, il a une valeur de seuil de 12, donc assez facile à lancer. Bah, il s'appelle Ostéomancie, pardon. Et ça affecte n'importe qui, donc un allié, euh, qui se trouve dans les 4 pouces, ou même soi-même. Et ce sort, en fait, on peut le lancer de manière illimitée. Donc littéralement, la meneuse peut s'amuser à lancer ce sort-là pour un point d'action sur la totalité de sa bande, de son fer de lance. Et à la fin, certes, elle aura enlevé un point d'action à toutes ses alliés, et à elle-même si elle l'a lancé, mais elle aura consommé qu'un seul point d'action pour elle-même. Et tous les membres de la bande, à ce moment-là, si vous avez réussi à lancer la totalité des sorts, vont se retrouver avec en fait un G, un G où on pourra remplacer le résultat de ce sort par l'intelligence plus 2 du lanceur. Et ça tombe bien, la meneuse a une intelligence de 7. Ce qui fait que grâce à ce sort, vous avez un 9 automatique sur un type de dé de votre choix pour la totalité de votre bande si vous arrivez à le lancer. Et à la fin, ça vous aura coûté rien du tout en PA sur votre meneuse. Et ça, c'est une combo ultra violente. S'assurer, même en consommant finalement un point d'action sur chacun de vos bonhommes, assurer un résultat de 9 par exemple sur une défense, ou sur la prochaine attaque, parce que typiquement, bah, souvent, en tant que fang, vous avez plus d'action que l'adversaire. Bah, s'il a activé tous ses bonhommes et qu'il vous en reste 3, bah, les 3 qui restent, vous dites attaque, attaque, attaque. Hein, chacun a un jet d'attaque à 9. Et ben, vous savez déjà que vous avez une de vos attaques où vous avez un seuil de 9 plus les caractéristiques, ou sur une défense. Hein, si vous préférez le mettre plutôt en défensif, ou sur un objectif, ou sur un sort, hein, pour même assurer un lancement de sort un peu plus compliqué pour la meneuse elle-même. Par exemple, si elle veut lancer les fameux sorts d'ordre sépulcral ou appel des limbes, bah, vous lancez ce sort-là sur vous-même avant, vous avez sur un 9, et puis après vous dites, bah voilà, hein, l'ordre sépulcral, c'est une valeur de 27, j'ai déjà un 9, donc il faut que je fasse combien pour, au minimum avec tout ça? Ben, en gros, vous regardez, bah, ça fait 18, hein, il faut faire à peu près, 18 si je me trompe pas. Donc, faut quand même claquer 3 points d'action. Mais au moins vous êtes sûr que le sort, il passera. Hein. Ou alors, bah, vous faites ça et puis il y a un autre sort à côté qui devrait vous coûter 2 points d'action, et vous pouvez le lancer qu'avec 1 point d'action parce que vous savez qu'il y a un 9 derrière pour lancer le sort à pleine puissance. Voilà. Donc il y a vraiment des combos à faire là-dessus, qui peuvent être très fortes. Et le sort d'ostéomancie est vraiment taillé pour cette meneuse niveau 3. Bien sûr, il y a d'autres sorts, qui sont très, très bien, et sur les adversaires, typiquement les sorts de drain adverses, la poigne spectrale, l'affaiblissement ou la malédiction, bon, bah, c'est parfait parce qu'en plus, ça absorbe des points d'action de l'adversaire. Et par exemple, l'affaiblissement, au plus petit niveau, il a une valeur de 12. Donc c'est assez facile à faire avec un seul point d'action. Et donc si ça passe, l'adversaire va perdre un point d'action et vous, ça ne vous aura coûté aucun point d'action. Donc, enfin, je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais il y a vraiment des stratégies complètes à faire avec cette crosse d'ostéomancie, un peu avec la meneuse niveau 2, mais en particulier avec cette meneuse niveau 3. Mm. Heureusement que cette crosse n'est pas disponible pour les Phoenix, hein,
parce que ça peut être une catastrophe. Et heureusement que la meneuse niveau 3 est unique, parce que sinon on pourrait en voir 2 ou 3 sur la table qui déchaînent toute la magie, et enfin, ce serait une grosse cabale de sorcières, ce serait une catastrophe. Je vois déjà le truc en version bataille, où vous avez trois fers de lance avec 3 meneuses niveau 3, hein. Il y a moyen de faire des trucs assez sales et où l'adversaire il va devoir se creuser les méninges, hein. Voilà. Et pour rappel, cette meneuse, elle a accès au sort de base et elle a accès au sort sororité mentale. Et c'est là-dessus que je voulais en revenir avec le fameux harcèlement et le collier en os avec ses capacités à taper au corps à corps. Puisque la sororité mentale, c'est un sort alors qui cible un allié. Donc elle ne peut pas s'affecter elle-même, hein. Mais si vous avez une autre meneuse à côté, bah, la seconde meneuse peut lancer le sort sur, elle, sur la meneuse niveau 3. Et ça fait que bah, à la valeur 14, c'est en éveil. Donc avec une intelligence de 7, bah, en éveil, c'est fort pour se protéger de la magie adverse. Mais c'est surtout au niveau 2, avec un seuil de 19, une alliée Fang gagne la compétence fine lame. Et imaginez que vous avez une meneuse niveau 2 qui lance ce sort-là avec fine lame sur votre meneuse niveau 3. Et donc, elle arrive avec sa crosse, elle attaque au corps à corps, et elle fait que des attaques à 2 points d'action. Ce qui fait que l'adversaire ne peut se défendre au maximum qu'avec 2 points d'action. Et en cas de réussite critique, en plus de réussir l'attaque, vous lui volez 3 points d'action. Voilà. Alors, ça marche pas avec un point d'action parce que, je rappelle, il n'y a pas l'effet des dégâts supplémentaires, donc il n'y a pas de réussite critique de ponctionner les PA. Sinon, la combo serait ultra violente. Mais déjà, en enchaînant les attaques à 2 points d'action sur un adversaire qui est full point de vie, enfin full point d'action, vous pouvez finir par le vider en point d'action grâce à ça. Donc, il peut y avoir une jolie combo aussi là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour un peu de cette meneuse, si ce n'est que la crosse d'ostéomancie, il n'y a rien de noté, c'est une arme, mais je ne sais pas si elle est à une main ou 2 mains. Donc il faudrait voir si cette arme prend les 2 mains ou pas, parce que si elle ne prend pas les 2 mains, forcément, la meneuse peut s'équiper d'autres choses en main gauche, hein, par exemple, un petit bouclier pour absorber une grosse attaque adverse qui aurait fait un gros critique, et cetera. Une petite rondache ou un autre truc du genre. Voilà, à voir. D'ailleurs, c'est vrai que depuis le début, je dis que c'est une arme parce que ça me paraît être, un bâton, donc une arme à une main ou 2 mains, mais à confirmer quand même par TGCM, je pense quand même. Dans tous les cas, les 2 figurines la portent qu'avec une seule main, donc je dirais que c'est une arme à une main. On va passer maintenant à la vraie sortie du mois de janvier 2026, qui n'est pas tout à fait une sortie nouvelle, puisqu'il s'agit de Gros Godeil, que les joueurs Kirovs connaissent bien, l'un des 3 fils de l'empereur, un niveau 3. Je reprends vite le profil, parce que l'intérêt, c'est qu'il est sorti en version montée. Et comme vous pouvez le voir, c'est du lourd, du très très lourd. Une figurine qui en impose sur la table. Déjà que Ogodai, il était mastoc. Mais alors, quand on voit que la monture, elle est quasiment plus grande que lui, et 2 fois plus longue, ça fait un sacré pavé sur la table. En tout cas, pareil, la figurine, je ne sais pas qui c'est qui l'a sculptée, mais elle est absolument magnifique, avec une mise en couleur par Gwenel Jouy-Boulard, encore une fois. Très belle mise en couleur d'ailleurs. Et j'aime particulièrement là le set d'armure optionnel qu'on peut rajouter pour rendre le Kellod encore plus imposant et massif. Donc au Godai, on repasse rapidement, c'est un gros bourrin avec une arme à 2 mains. Pour 165 points, un personnage qui a une stature de 5, 9 points d'action, 34 points de vie, des caractéristiques de Kyrops, hein, c'est-à-dire une vitesse de 3, une puissance de 6, une agilité de 2, une corpulence de 6, témérité de 5, intelligence de 4. Hein, 4, il faut quand même le noter pour un Kyrops. Hein, il n'est pas si bête que ça. Il a la peau dure, comme tous les Kyrops. Charge brutale 2, donc c'est la règle Kyrops standard, mais en un peu amélioré. Il a la règle repoussement, qui lui permet de repousser l'adversaire soit avec l'effet de repoussement, c'est-à-dire corpulence divisé par 2,
donc ça lui ferait une distance de 3 de base, soit en utilisant sa stature. Il a une stature de 5, donc il peut repousser soit au choix de 3, soit de 5. Il a exécuteur, hein, c'est avec une bonne grosse arme à deux mains sur une attaque à 3 PA, ça marche très bien, ça fait très mal. Il a stable, et ça c'est important. Hein, ça veut dire qu'il ne peut pas être repoussé si l'adversaire ou les adversaires n'ont pas une stature supérieure à la sienne. Et il a la règle guerrier brutal, qui fait qu'il apporte +3 en soutien. Bon, c'est anecdotique, puisque généralement Ogodai il est pas trop là pour apporter un soutien, mais plutôt pour taper en première ligne, mais ça peut arriver. Par contre, il ignore les soutiens adverses et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que le monsieur coûte très cher et donc il est souvent, surclassé en nombre et le fait que les adversaires ne bénéficient pas de leur soutien parce qu'ils les ignorent, ça peut être très fort. Notamment quand on affronte des fangs ou des goons qui peuvent se retrouver rapidement 2 ou 3 fois plus nombreux sur la table. Et surtout, il paye 10 couronnes de moins les armes à 2 mains. Niveau de maîtrise, assez standard pour un buteur au corps à corps, attaque et défense pour les 3D, avec objectif, si je ne me trompe pas, pour 2D 3D. Donc la magie, ça l'intéresse pas, le tir encore moins. Il est bien sûr équipé de série avec son marteau tonnerre, qu'une arme à 2 mains, qui coûte 40 couronnes, mais comme il en paye 10 de moins, elle passe à 30. Ça reste une arme quand même qui est pas donnée, et qui a comme effet qu'elle sonne en cas d'attaque réussie et ignore jusqu'à 3 dégâts protégés par les armures, les boucliers, etc. Et il a la règle perce armure 2 avec cette arme. Alors, c'est une arme qui est potentiellement très très forte, mais qui est très très forte si les adversaires ont des armures. Parce que si vous tombez sur des goons, des fangs, des tembo, qui ont rarement, voire jamais d'armure sur eux, ben, le perce armure ne sert à rien. Le fait d'ignorer jusqu'à 3 dégâts protégés, ça sert à rien. Et il y a juste l'effet sonner pour toutes les attaques. Alors, sonner de manière automatique à chaque attaque réussie, c'est fort. Mais est-ce que ça vaut 30 couronnes? Heu, à lui seul, non. Je ne pense pas. C'est pour ça que Ogodei, le marteau, il est très bien, mais c'est intéressant de mettre en réserve une autre arme à 2 mains. Comme ça, si vous tombez sur des joueurs, enfin des factions qui n'ont pas d'armure, ou très peu, bah, vous switchez et vous passez à une autre arme. Et par exemple, ben, une lance, hein, tout simplement. Pardon, le marteau tonnerre a aussi la longe 2, hein, quand même. Et c'est pas noté, mais ça a été erraté. Et si vous voulez juste bénéficier de la longe, bah, vous prenez une lance. La lance de base, elle coûte 15 couronnes. Moins 10, ça fait 5. Hein, on économise énormément de points. Et vous avez la longe 2. Bon, il y a juste l'effet négatif, vous n'avez pas le droit de faire d'attaque avec l'agilité. Mais Ogodei, avec puissance 6, constitution, corpulence 6 et agilité de 2, est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser l'agilité pour faire des attaques gratuites avec un seuil de 2? Voilà, je ne pense pas. Voilà. Mais il y a d'autres armes. Moi, personnellement, dans les armes à deux mains, j'aime beaucoup la guisarme parce qu'elle rajoute plus 1 en dégâts. Elle a la longe et puis surtout, en cas de réussite critique, elle permet de désarmer l'adversaire, ce qui peut vraiment casser certaines stratégies. Et avec Ogodei qui a 3D de maîtrise, bah, quand on lance 3D, hein, c'est comme la meneuse niveau 3, on finit fatalement par faire des critiques quand on tape, quoi. Voilà, donc c'est un personnage plutôt sympa, qui frappe très fort, notamment grâce à exécuteur, et cetera, et qui peut repousser l'adversaire assez loin grâce à repoussement. Mais avec la monture, ça monte à un autre niveau, hein, puisque la monture des Kyrops, c'est le Kélod. Comme il est niveau 3, il ne peut que recruter des montures Kélod niveau 2 ou 3, hein, et on va voir, ce que ça apporte. Donc les Kélod, ça apporte, au niveau 2, +4 en stature, une corpulence, à +1, donc qui passerait au Godei à corpulence 6. Pas de points d'action en plus. Par contre, le Kélod en lui-même a 20 points de vie. Charge brutale 2. Il rajoute +1 à l'allonge. Donc si Ogodei a déjà une arme à allonge 2, l'allonge de son arme passe à 3 toises, ce qui permet quand même de taper de très loin sans même pouvoir être riposté. Et le Kélod niveau 2 apporte aussi 2 attaques de piétinement, qui sont en fait des attaques donc de niveau 2, c'est-à-dire
corpulence plus puissance plus 2d10, tant qu'il est niveau 2, et ça provoque C ou P dégâts avec effet au sol pour l'adversaire, avec 2 attaques potentiellement, pour un coût de 60 couronnes. Le Kélod niveau 3, c'est la même chose, avec un surcoût de 90 couronnes au lieu de 60, et ce qui gagne en plus, c'est que la stature, le bonus de stature passe de plus 4 à plus 5. Il rajoute plus 1 en puissance, plus 2 points de vie, hein, il a 22 au lieu de 20, et quelques règles en plus, puisque la charge brutale passe de 2 à 3, il a peau dure et stable. Voilà. Heu, voilà, et c'est là où moi je veux en venir. Alors je vais me faire taper sur les doigts par tous les grands fans Kerops et tout, mais moi comme ça, en l'état, j'ai tendance à préférer Ogodei avec un Kellogg niveau 2. Je m'explique. En fait, Ogodei, il a déjà la règle stable, il a déjà la règle peau dure, hein. Donc ces 2 règles, qui n'ont pas un très gros intérêt, hein. Sauf si effectivement le Kellod est ciblé lui-même par des effets de saignement et cetera. Mais le stable, Ogodei, il l'a déjà. Le stable, c'est très fort quand on est sur un Kellod, mais Ogodei, il apporte déjà. Le charge brutale 3, pour passer de charge brutale 2 à charge brutale 3, c'est bien. Ça apporte toujours une toise de plus pour un mouvement de charge, ce qui montre quand même la possibilité de charge de 5 toises à 6. Mais pour rappel, si vous avez une arme avec un total de 3 toises de portée, bah même à 5 toises de mouvement, avec le Kellod niveau 2, si l'adversaire est à moins de 8 toises de vous, vous pouvez le charger. Les tables font 15 toises. En théorie, avec un premier mouvement, puis un deuxième mouvement de charge, grâce à ces 3 toises, il y a moyen d'arriver à portée de charge d'à peu près n'importe quoi, limite dès le premier tour. Voilà. Ce plus un de mouvement de charge, il peut être intéressant, donc ça peut valoir le coup, mais dans l'absolu, c'est pas exceptionnel. Le seul vraiment vrai truc qui vaut vraiment son coup, c'est le plus un en puissance. Parce qu'effectivement, là, la corpulence passe à 7 et la puissance passe à 7. Ça commence à faire des attaques, notamment à 3 PA, qui peuvent taper très fort. Mais encore une fois, à moins de vouloir absolument 2 effets de P, ben, si vous faites CCP pour une attaque à 3 points d'action, bah, vous faites un effet de C, un effet de P, et finalement vous avez utilisé qu'une seule fois P, et donc le seuil n'a été baissé entre le Kellon niveau 2 et le Kellon niveau 3 que de 1. Donc dans certaines circonstances ça peut être fort, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Le point de stature en plus par contre peut être intéressant, parce que ben, comme on voit, hein, Ogodei il est stable. Et la stabilité, pour savoir si on déplace, bah, quand on est sur une monture, on ajoute la stature d'Ogodei et de sa monture. Donc Ogodei a une stature de 5, le Kellod a une stature de 4 de 4 ou de 5. Donc effectivement, pour pouvoir arriver à repousser Ogodei, il faut avoir au moins une stature cumulée de 9 avec un Kellod niveau 2 ou de 10 avec un Kellod niveau 3. Et ben, ça s'obtient pas si facilement, puisque à moins de tomber sur un autre Kerops qui est lui aussi sur un gros Kellod, bah, il va falloir souvent amener 2, voire sûrement 3 bonhommes pour arriver à potentiellement le repousser. Et je dirais voire même potentiellement 4 pour les Goons et les Fangs les plus petits, hein, si c'est un Kellod et niveau 2, enfin niveau 3. Voilà. Néanmoins, tout ça, c'est des petits bonus. Est-ce que en s'additionnant, ça vaut le surcoût de 30 couronnes pour Ogodei? Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je préférais économiser ces 30 couronnes soit pour recruter d'autres persos à côté, soit pour équiper Ogodei d'autres choses, hein. Je pense notamment à un casque, parce que ben, Ogodei, il a une vitesse de 3 et une agilité de 2, ce qui fait que ben, si l'adversaire attaque avec Finlam et fait que des attaques d'agilité ou de vitesse, Ogodei, il aura beau avoir son Kellod, il va être incapable de défendre ces attaques-là, hein. Avec le casque qui va bien, il pourrait. D'autre manière, il peut aussi essayer de se protéger contre les critiques avec le casque qui va bien. Il peut s'acheter une armure aussi, pourquoi pas, pour encaisser un peu mieux, ou acheter une armure pour le Kellogg, à la rigueur, quoi. Voilà. Donc ces 30 couronnes de différence, ils peuvent être mis dans autre chose, soit dans de l'équipement de Godei, soit dans un autre Kerops.
Et on imagine très bien, Ogoday avec une arme à deux mains qui coûte pas très cher comme une lance, qui lui coûte que 5 couronnes au lieu des 30 du marteau tonnerre et l'économie de ces 30 couronnes d'un Kélod, niveau 3, à la fin finalement vous avez un Kyrops de plus sur la table. Et Ogoday, il est fort, il est très puissant, il tape très bien, il a énormément de points de vie entre ses 34 points de vie et les 20 ou 22 points de vie du Kélod. Mais une fois qu'on a passé ça, s'il est tout seul sur la table, il n'y a plus grand-chose. Voilà. Et la faction des Kyrops, c'est un peu ça. C'est qu'on a besoin d'avoir son commandant ou son chef de fer de lance qui est un peu fort, mais d'avoir des soutiens tout autour pour que celui ou ceux les deux bonhommes qui vont taper très fort soient pas à 5 contre 1. Et contre les fangs, etc., il vaut peut-être mieux avoir un petit Kérops en plus, niveau 1 ou niveau 2, avec une arbalète ou en soutien, qu'un Kélot un peu plus puissant sur Ogoday. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Après, on peut très bien faire des bandes avec très très peu de Kyrops et jouer là-dessus, hein. Mais je pense que c'est à thème, hein, j'ai déjà affronté, c'est compliqué à gérer, notamment pour les objectifs. Voilà. On a fait un peu le tour de tout ça. J'espère que vous avez apprécié ces nouvelles sorties autant que moi. En tout cas, en termes de figurines, je vais enlever un peu tout ça là, mais en termes de figurines, on a quand même du très très bon ce mois-ci, enfin même ces 2 mois, avec du charismatique et du très imposant qui en font des très belles pièces centrales pour votre fer de lance ou votre bande. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.